Donc, rebonjour pour cette deuxième partie de journée Archéopop qui va être consacrée à la BD et aux jeux vidéo avec deux intervenants, Isabelle Detang, Raphaël Morales pour l'aspect BD et archéologie, et ensuite dans un troisième temps, donc Philippe Ulrich, qu'on peut considérer comme étant le pionnier du jeu vidéo en France et qui va vous parler de ses nombreux travaux autour de l'archéologie et des concepts de médiation par le jeu vidéo. Alors je vais profiter juste pour dire qu'on avait prévu aussi la présence de François Cortegiani, qui est un des plus grands scénaristes de bande dessinée français, et notamment passionné d'histoire, hein, qui devait intervenir dans le cadre de cette journée. Malheureusement, il est décédé il y a quelques semaines. Voilà, au moment où il avait accepté donc d'intervenir. Également, il était membre du jury film d'Eran. Malheureusement, il a disparu le jour de son anniversaire. Je l'avais eu la veille, donc c'est assez terrible. Et sachant que ça faisait 2-3 ans que je voulais le faire venir avec son frère Jean-Pierre Cortegiani, qui est un éminent égyptologue. Je voulais que les deux frères soient là au RAN pour participer au festival. Et Jean-Pierre, j'avais travaillé avec lui sur une exposition Blake et Mortimer et le mystère de la Grande Pyramide il y a à peu près 15 ans, et il a disparu l'année dernière. Donc voilà, c'est assez terrible, ces deux invités. Bon, c'était une petite parenthèse, mais vous dire qu'il était très enthousiaste à venir à Narbonne et participer donc à cette journée Archéopop, qui est un peu atypique dans le cadre des rencontres, mais qui viennent de la volonté de ne pas oublier la pop culture dans le cadre de la médiation autour de l'archéologie, avec des auteurs qui travaillent très, j'allais dire sérieusement, mais avec passion autour de l'archéologie, et en particulier de l'égyptologie. Donc on va démarrer avec Isabelle Detang, donc je te repasse la parole. Tu vas... Pour à peu près rien dire, si ce n'est que j'aurai la tâche juste de faire passer le micro entre les différents intervenants, de prendre vos questions et peut-être en poser quelques-unes aussi. Donc je laisse la parole à Isabelle Detang pour son intervention. Donc, bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter quand même parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. Je suis autrice de bande dessinée depuis bien longtemps, plus de 25 ans déjà. Et si au départ, effectivement, j'ai fait différentes sortes de bandes dessinées, très vite, je me suis penchée sur la bande dessinée historique. Et à partir de l'an 2000 environ, j'ai commencé à travailler sur une série qui s'est appelée Les Terres d'Horus. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est à la fois comment dire, la façon que j'ai eue au départ de réunir les informations et d'essayer d'en faire quelque chose de cohérent, et ensuite comment s'est développée ma carrière qui, de toute façon, a toujours depuis eu à voir avec l'Égypte. Donc, pour en revenir aux sources, ça fait donc quelques années que je suis déjà autrice et me vient l'envie de faire vraiment une bande dessinée historique, mais sur les civilisations antiques. J'étais pas particulièrement partie sur la civilisation égyptienne, mais comme je tenais à avoir une héroïne, peut-être parce que je suis une autrice et que depuis toujours me manquait des grandes héroïnes de bande dessinée, j'ai décidé de créer la mienne, mais je voulais que ce soit fait dans le respect des sources historiques, etc. Et la civilisation gréco-romaine a ceci de particulier que les femmes ont une place mineure dans la société, et alors qu'il me fallait une héroïne indépendante, forte et puissante, sans être forcément liée aux grandes familles nobles, etc. Donc je me suis penchée sur la civilisation égyptienne qui offre aux femmes un statut particulier, un statut qui est très important. Donc juste pour revenir à ce que je disais, voilà pourquoi j'ai décidé de faire des bandes dessinées dans l'Égypte ancienne, et j'ai choisi de le faire à l'époque sous le règne de Ramsès II, tout simplement parce qu'on est en l'an 2000 et
Internet est déjà là, etc., mais c'est pas encore ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas encore toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui et sous toutes ces formes. Moi, je me retrouve à essayer de trouver de la documentation via les musées, bien sûr, via les livres. Et j'ai même essayé de téléphoner à l'époque à des archéologues, à des égyptologues, et on m'a gentiment répondu qu'ils avaient autre chose à faire que de donner des informations à une illustratrice et à une créatrice de petits Mickey. Donc, partant de là, il a fallu que je trouve toute seule. Et ça a donné finalement lieu aux terres d'Horus. Mais pour ce faire, j'ai carrément décidé avec mon compagnon de partir sac à dos, etc., en Égypte. Et j'ai commencé à remplir des carnets de croquis. Alors, donc là, vous avez effectivement une série de pages de mes carnets que j'ai donc réalisées à l'orée du 21e siècle. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était à la fois de percevoir l'ambiance qu'il y avait dans les rues et dans l'atmosphère, etc. Parce que ça, vous l'avez pas quand vous avez des documentaires. Et en même temps, de croquer un petit peu les scènes de la vie de tous les jours. Alors, vous avez effectivement des rues du Vieux-Caire comme vous avez ici. Je ne pouvais pas non plus faire l'impasse sur les mosquées, ce genre de choses, mais on commence déjà à avoir des petites maisons, les ruelles, même si elles sont pas d'époque, elles me donnent une atmosphère que j'ai ensuite utilisée pour donner vie à l'Égypte ancienne. Alors, voilà. Donc, voilà, moi avec 20 ans de moi, on se retrouve effectivement, on est resté au niveau du delta. Donc, beaucoup sur le plateau de Gizeh, au Caire et dans les environs. Et ce qui était intéressant là aussi, c'était de se retrouver, puisque j'allais devoir dessiner le site des pyramides, qui à l'époque de Ramsès II est déjà un site extrêmement ancien, puisqu'il a plus de 1000 ans à l'époque de Ramsès II. Et l'intérêt, c'était de pouvoir faire un site qui donne cette impression d'ancienneté déjà, avec des pierres éparses, le désert, le ciel bleu, cette espèce d'impression d'infini et presque de bord de mer que j'ai retrouvé lorsque j'y suis allée, et j'y suis allée plusieurs fois. Ensuite, l'autre grand volet de ce premier voyage au Caire, ça a été de me retrouver au fabuleux musée du Caire, qui renferme une collection absolument extraordinaire d'objets. J'avais bien entendu apporté un appareil photo, mais pour moi, il est très important de pouvoir dessiner les objets. Lorsque je les dessine, j'ai l'impression que je me les approprie en quelque sorte, et puis surtout je remarque comment ils sont faits, comment les gens de l'époque pouvaient bien les utiliser. On voit beaucoup plus de choses quand on les dessine que lorsqu'on les photographie. Le petit tiroir, comment est-ce qu'une canne se prend en main, ce genre de choses. Et il me semblait aussi très important de pouvoir dessiner des choses qui n'étaient pas forcément spectaculaires. Alors évidemment, hein, on a ici l'éventail de Toutankhamon, ça peut toujours servir pour lorsque j'ai Ramsès II qui se fait éventer, par exemple, ou des jolis sièges, etc. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée sur une séquence où les personnages sont en train de dormir, il fait nuit, et ils se réveillent en sursaut, il faut bien qu'il y ait de la lumière. Et comment est-ce qu'on fait de la lumière en Égypte ancienne? Le fait de pouvoir dessiner l'appareil à faire du feu, c'est toujours intéressant aussi. Mes carnets de croquis ont été remplis de ce genre de petits objets du quotidien qu'on ne voit pas particulièrement dans les musées. C'est pas ceux auxquels on fait attention et c'est pas ceux vers lesquels on va, mais pour moi, ils étaient extrêmement utiles. Et de ce point de vue, le musée du Caire était vraiment très très intéressant. Alors, ah oui, autre chose par rapport à mes carnets de croquis. Lorsque je suis sur place, quel que soit le musée, que ce soit le Caire, le Louvre, etc., je commence par dessiner des choses au crayon ou en noir et blanc. Et évidemment, il y a du monde autour de moi. Donc, je ne vais pas m'asseoir, commencer à ouvrir ma boîte d'aquarelle, parce que tout ça, c'est de l'aquarelle. Donc, je mets mes petites annotations, ivoire, ébène, etc., des petites couleurs. Et rentrer à la maison ou rentrer à l'hôtel, dans le cas de l'Égypte, je mettais les choses en couleur la plupart du temps.
Voilà. Alors, suite. Autre chose qu'il me fallait absolument découvrir euh, et que je n'avais pas vraiment à l'époque, c'était la façon dont les Égyptiens s'habillaient. Parce que pour tous ceux qui ont déjà vu évidemment des fresques, etc., c'est extrêmement stylisé. Puisque j'avais très peu de documentation là-dessus, et surtout, ce qu'on a, c'est les dessins, ce sont les fresques. Or, c'est extrêmement stylisé, et donc, comme je disais, on a par exemple des pagnes, c'est des triangles, donc ça vous renseigne absolument pas comment ça tient. Le musée du Caire, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que certaines des statues, par exemple, étaient non pas dans des vitrines contre le mur, mais en plein milieu de la pièce. Donc on pouvait déjà tourner autour, voir comment les choses s'attachaient, et voir aussi comment, par exemple, les perruques étaient mises derrière, etc. Moi, ça m'a beaucoup servi pour essayer de comprendre comment les personnages pouvaient être habillés, comment ça pouvait bouger sur un corps humain. Et la grande révélation, en fait, ça a été par rapport au pagne là, de ces messieurs, ça a été lorsque mon compagnon est revenu de la salle de bain de l'hôtel où on se trouvait. Il y a toujours ces espèces de grands draps de bain blancs. Il s'en était drapé un autour des hanches. Avec un nœud un petit peu similaire et du coup il tortillait des hanches en disant regarde ça tient et là je savais que c'était bon donc effectivement ça m'a beaucoup aidé aussi. Et là aussi, on avait déjà des dessins. J'ai beaucoup utilisé comment ça s'appelle, des livres de vulgarisation pour enfants parce qu'effectivement, on y voyait des maisons égyptiennes, etc. Mais j'avais besoin de palais, de villas qui étaient de véritables palais, etc. Et ça, j'ai retrouvé là encore sur des bas-reliefs au musée. Les Égyptiens avaient une vision toute particulière de la perspective, mais de temps en temps, on avait de véritables plans. Et donc, j'en ai copié certains pour pouvoir ensuite essayer de reproduire ça dans mes bandes dessinées pour que ça fasse toujours pareil, pour que ça fasse réaliste, parce que je tenais à ressusciter un monde. Je savais pertinemment que ça ne serait pas exactement le monde tel qu'il était il y a 3 millénaires, mais bon, c'était quand même je voulais quelque chose qui s'en approche, quelque chose qui ne détonne pas. Donc finalement, toutes ces recherches m'ont permis de pouvoir sortir en 2000 le premier tome des terres d'Horus, sur les terres d'Horus, qui se situe donc, comme je le disais, sous Ramsès II. On connaissait bien son règne, c'était un avantage. Et par ailleurs, moi, ça me permettait d'inventer mes deux héros principaux qui étaient au service de Khaemouazet, qui est l'un des fils de Ramsès II, dont on connaît assez bien la trajectoire. On ne sait pas trop au niveau de sa naissance et de sa mort, mais on sait qu'il a été prince héritier et surtout il est connu comme être un prince archéologue. Moi, ça m'allait tout à fait par rapport aux histoires que je voulais raconter. L'idée pour moi étant de remplir les blancs de l'histoire, d'insérer en fait une fiction, des aventures réalistes dans une partie de l'histoire qu'on peut vérifier, mais bon, pendant quelques années, on n'a pas de source. Donc, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Euh, voilà, c'était un petit peu là-dessus que je voulais partir et ça a donné les terres d'Horus. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je travaille, puisque toutes mes planches, et encore jusqu'à aujourd'hui, je travaille beaucoup en traditionnel, ce qu'on appelle en traditionnel, c'est-à-dire pas directement sur l'ordinateur. Bon, les premières planches étant de l'an 2000, mon ordinateur, etc., c'était pas encore le top. Donc effectivement, là, il n'y avait pas à se poser la question. J'ai toujours travaillé euh, avec des planches, avec des encres et des encres de couleur, parce que j'avais besoin de ce ressenti aussi. Tout comme j'avais besoin du ressenti des objets égyptiens que je dessinais, j'avais besoin ensuite de pouvoir travailler directement sur une feuille de papier, de me tacher les doigts avec des encres de couleur, etc. Donc voilà. Après, ouais, là, je vais revenir juste en arrière. Avec donc les recherches que j'ai effectuées qui m'ont permis de commencer à faire quelque chose de cohérent, même si effectivement euh, il y a certainement énormément d'erreurs. C'est-à-dire que les égyptologues sont venus après.
Je les ai vraiment rencontrés lors des premières dédicaces sur le tome 1 des Terres d'Horus, parce que comme beaucoup de passionnés, ils collectionnaient les choses qui avaient trait à leur passion, donc aussi les bandes dessinées. Et ils ont proposé de m'aider le cas échéant. Donc j'ai commencé à remplir mon carnet d'adresses de numéros de téléphone d'égyptologues et ça m'a permis petit à petit de faire de moins en moins d'erreurs. Donc d'avoir effectivement là aussi des vues à peu près correctes de l'Égypte ancienne en haut, là par exemple. Mon héroïne malheureusement a une coiffure qui n'est absolument pas normale, mais une fois que je l'ai dessinée comme ça, je ne pouvais plus la dessiner autrement. Donc effectivement, j'ai gardé cette coiffure, cette perruque à franges, qui est absolument pas de l'époque. Mais bon, ça fait partie des charmes de la chose. Voilà, alors là, je tenais à montrer cette double page, d'une part parce qu'on y voit un temple égyptien qui n'est absolument pas référencé, c'est-à-dire que j'ai simplement utilisé la documentation que j'avais sur les temples égyptiens pour créer le mien en quelque sorte. Ça avait un double avantage, celui d'être respectueux de ce que l'on savait à l'époque sur les temples égyptiens et en même temps de ne pas être obligé de refaire à l'identique un temple qui existait déjà, ce qui m'aurait demandé une doc que je n'avais pas forcément à l'époque. De l'autre côté, vous avez donc une page avec Ramsès II. Et là, Ramsès II, moi j'ai eu un petit souci, qui est que j'ai vu comme beaucoup de monde la tête de la momie de Ramsès II, vous savez, l'espèce de grand vieillard avec des pommettes très découpées, avec le nez cassé, enfin cassé, le nez busqué, etc. Il a une chouette gueule, hein, le pharaon Ramsès II, comme ça. Sauf qu'en vrai, il ne ressemblait sans doute pas à ça. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'a priori, son nez aurait peut-être été cassé par les embaumeurs, parce qu'ils ont gentiment retiré le cerveau par ses narines. Et par ailleurs, on a retrouvé des replis de peau qui prouvaient que le monsieur était certainement un peu plus gras que prévu. Simplement, les sels de natron ont asséché le corps. Et je me suis retrouvée face à un dilemme. Soit je le dessinais tel que la science l'imaginait, enfin aurait pu le restituer, soit je le dessinais tel que les gens l'imaginaient. Euh, et j'ai choisi cette dernière option simplement parce que de mon optique, il fallait que le lecteur puisse reconnaître tout de suite Ramsès II et pas faire un effort d'imagination pour essayer de coller la réalité avec le cliché en quelque sorte. C'est-à-dire que paradoxalement, j'ai choisi la mythologie pour raconter le réel parce que ça allait mieux dans le sens de ce que je voulais faire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Alors là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu la façon dont je travaille. Ceci, c'est la couverture du tome, du tome 5, je crois, des Terres d'Horus. C'est un rough, c'est-à-dire un brouillon. C'est-à-dire, c'est ce que je propose à mon éditeur. Et lorsqu'on se met d'accord ensuite sur le visuel, je le refais au propre et de façon correcte. Alors, vous remarquerez que ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que là, ça va être la place du titre et que là, il y a normalement la place du résumé de l'histoire. Je vais vous montrer ce que ça donne ensuite en vrai, voilà. Donc j'ai rajouté un personnage parce qu'effectivement il y avait trop peu de choses ici, alors même avec un texte il y avait trop de vide. Et là vous voyez que j'ai rajouté de la matière ici pour pouvoir vraiment installer le texte sans aller sur le visage de la déesse. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de mes tomes, j'ai eu envie de confronter le royaume égyptien à l'un de ses grands adversaires, donc tout ce qui est mésopotamien, puisque c'est l'autre empire, enfin ce sont les autres peuples qui sont intéressants à l'époque.
là encore, hein, ce sont des couleurs, des encres de couleur. Alors, même chose là, vous avez la couverture d'une intégrale. Et donc, j'ai proposé ce dessin à mon éditeur et ça a fini par donner ceci. Voilà. Donc, ensuite, j'avais fait donc un premier voyage en Égypte. Et quelques années plus tard, mon éditeur, face à comment dire, au succès des Terres d'Horus, m'a proposé de financer un second voyage d'études en Égypte. Bon, il s'est invité dans le voyage aussi. Donc j'y suis retournée et cette fois-ci, à la place de rester dans le delta, on est allé, on a fait la croisière sur le Nil typique en allant du Caire, enfin jusqu'à Luxor et ensuite jusqu'à Assouan. Et du coup, j'ai continué à dessiner, même des choses qui n'allaient pas avec l'époque que j'avais choisie, parce que je savais déjà que l'Égypte était à ce point intéressante que de toute façon, elle m'autoriserait à faire d'autres récits et d'autres aventures à des époques différentes. Donc, dans le doute, j'ai à peu près dessiné tout ce que j'ai pu. Et donc, vous avez là Esna, qui se trouve être un temple de la basse époque, qui est assez reconnaissable à cause des colonnes qui sont assez travaillées, et bon, des fresques, etc. Alors, le temple, il est en contrebas parce que la ville moderne, petit à petit, s'est élevée. Donc, ça donne quelque chose d'assez intéressant visuellement. Là, vous avez un saint des saints, c'est-à-dire ce qui se trouve vraiment, enfin, c'est la partie la plus sacrée des temples égyptiens avec normalement là-dedans la statue du dieu. Et j'en ai profité à chaque fois lorsque je suis allée, que ce soit dans un musée ou sur place en Égypte, je notais mes questions pour les égyptologues. Donc, voilà, la suite, c'est que j'ai aussi dessiné, puisqu'on était sur un bateau, le Nil et ses alentours, ce qui m'a permis de faire un apport de documentation par rapport à tout ce qui est paysage égyptien. Donc je pense que ça n'a pas dû changer tant que ça, même en 3 millénaires. Vous avez toujours ces maisons en terre, etc., qui doivent être parfaitement bien adaptées au changement climatique d'ailleurs. Et donc je me suis beaucoup inspirée de ça pour donner de la vie dans mes décors, dans mes arrière-plans, en fait. Y compris, par exemple, bon, là, ce sont des enfants qui reviennent de l'école avec de la canne à sucre, mais j'ai pu transposer ça avec des gamins en pagne qui revenaient avec je ne sais pas trop quoi à manger, etc. C'est vrai que ce sont des petites scènes qui me permettent de rajouter un supplément d'âme, enfin j'espère en tout cas, à mes décors. Suite de mes carnets. Donc là, vous avez quelque chose qui ne correspond absolument pas. On est vraiment après, on est à la période romaine, mais je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir, effectivement. Et là, vous avez aussi une différence assez rigolote entre l'époque traditionnelle, enfin l'époque, la grande époque du Nouvel Empire, etc., et la basse époque et les Ptolémées, où effectivement on reconnaît tout de suite le changement, on va dire, de façon de faire des fresques, etc., puisque les dames, mais il n'y a pas qu'elles, étaient, on va dire, avec plus de rondeur quand même. Bizarre d'ailleurs, mais bon. Je me suis aussi beaucoup intéressée aux hiéroglyphes. Alors surtout d'un point de vue comment dire, esthétique, parce que je ne sais pas les lire. Ça demande du temps. Je suis tellement sur mes planches, ça demande tellement de temps de dessiner, de faire des recherches, de composer mes albums, etc., que je n'ai pas eu le temps d'apprendre les hiéroglyphes, d'apprendre à les lire, d'apprendre vraiment à les écrire, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais là, il faudrait que les journées aient 48 heures. Mais par contre, sur place, je me suis bien amusée avec tous les hiéroglyphes qui avaient des têtes d'animaux, enfin qui étaient des animaux. Et il y a une variété qui est assez extraordinaire. Moi, j'adore l'espèce de sanglier cochon là. Vous avez aussi bah, le singe, le lièvre.
Alors, une infinité d'oiseaux, bien entendu. Alors, ça, c'est une création de ma part, hein. Ça aussi, c'est pas du tout. Mais je me suis amusée à faire des choses dans le même style. Et je me suis même amusée ensuite au café. J'étais revenue au Caire et on était assis dans un café en bordure de rue à dessiner les passants de cette façon-là. Parce que les hiéroglyphes ont ceci d'intéressant que ça essentialise quelque part la chose que vous voulez dessiner. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue esthétique. Lorsque je suis donc rentrée de mon deuxième voyage en Égypte, on a décidé avec mon compagnon de faire une série pour les enfants parce que nous, on avait aussi deux petits garçons. Et alors, les Tarborus, c'était simplement beaucoup trop adulte pour eux. Euh, et eux nous demandaient tout le temps des aventures par rapport aux dieux. En fait, c'est quelque chose qui revient souvent chez les enfants. Ils ont envie de fantastique. Ce qui les intéresse, c'est les dieux à tête d'animaux, etc. Et donc, on s'est dit, bah, c'est vrai que, bon, il existe Papyrus, qui est quelque chose, qui est une série qui est très intéressante. Mais nous, on avait vraiment envie de partir sur les dieux égyptiens et les vrais dieux égyptiens. Je ne sais pas comment dire ça autrement. S'approcher au plus près de la religion égyptienne et des mythes égyptiens les moins connus. Il y a des pans entiers de cette mythologie que personne ne connaît et on avait envie de plancher dessus en quelque sorte. Avec les conseils toujours d'un égyptologue, ce qui a donné donc Réti, fils du Nil. Petite parenthèse, ça aurait dû s'appeler Réti et Maït. Le souci, c'est qu'à l'époque, notre éditeur a dit c'est trop long, les gens vont pas retenir. Donc, on va garder que le nom du garçon parce que les filles, ça peut lire des BD de garçons, mais les garçons, ça lira jamais des BD avec le nom d'une héroïne. Je pense que depuis, ça a un peu changé, mais donc voilà pourquoi est-ce qu'on a deux personnages sur la couverture et qu'il n'y a qu'un nom. Et vous avez là le serpent Apophis qui est le dieu du chaos. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, vous montrer aussi comment je travaille lorsque je fais le scénario et que j'ai un dessinateur qui travaille avec moi. Il se trouve que là, c'était mon compagnon. Et donc, on travaille à une pièce de distance. Donc, c'était beaucoup plus facile. Je lui avais déjà donné le texte, mais au lieu, enfin, les dialogues, mais au lieu de lui écrire le texte, normalement, un scénariste, ça va souvent faire une série de textes du style case 1, plan rapproché, le personnage sourit, il a à la main, telle chose. Enfin, il y a beaucoup de descriptions. Moi, comme je dessinais par ailleurs, bah, j'ai fait le dessin très rapidement et ensuite je l'ai donné à Amazon et il a fait son interprétation de la chose. Et d'ailleurs, il a rechangé certaines cases lorsqu'il lui semblait que ça serait plus pertinent autrement. Donc voilà, la collaboration. Je vais vous montrer une autre page. Voilà, par exemple, alors là, pour le coup, il a changé beaucoup de choses. Il reste la case 1, la case 2, avec le dieu Seth et... non, d'ailleurs, pas le dieu Seth, ça c'est le dieu Sobek et la déesse Taouret, la déesse Taouret étant la déesse de la maternité, des femmes et des enfants. Elle a des attributs assez développés. Et donc, il reste ces deux cases, plus la dernière ici. Et tout le reste, Mazan l'a refait. Bon, on s'est mis d'accord sur une autre façon de redessiner ces quelques cases. Et là, vous avez la couleur de ce que vous venez de voir. Parallèlement donc à la série que j'ai faite par rapport aux enfants, j'ai souhaité, comment dire, ça va être un vilain mot, rentabiliser n'est pas le mot, mais lorsque j'ai fait des recherches pour l'Égypte ancienne, j'ai aussi lu beaucoup de choses sur la redécouverte de l'Égypte au 19e siècle. C'est super intéressant. Le 19e siècle, les découvreurs qui n'étaient pas encore des archéologues, hein, souvent au départ ce sont des aventuriers, ce sont des gens qui n'ont strictement rien à voir avec l'Égypte, qui se disent qu'il y a de l'argent à faire, parce que les grands musées, que ce soit les musées français, les musées anglais, etc., veulent leur section égyptienne, veulent leur trésor.
Donc, il y a des aventuriers qui partent pour l'Égypte et qui commencent à déblayer, à ramener des statues, à détruire d'ailleurs des temples pour pouvoir accéder à des sculptures qu'ils veulent ramener, etc. On a employé de la dynamite, on a cassé quand même beaucoup de choses, mais c'était une époque qui fourmille d'anecdotes incroyables et intéressantes. Je ne pouvais pas laisser passer ça, c'était trop intéressant. Et donc, je me suis adjoint les services d'un dessinateur assez génial qui s'appelle Julien Maffre. Et on a commencé le tombeau d'Alexandre qui suit les péripéties d'un groupe d'aventuriers français qui essayent de retrouver le tombeau d'Alexandre en sachant ne l'a jamais trouvé et que celui qui trouve le tombeau d'Alexandre trouvera aussi celui de Cléopâtre et de Marc-Antoine, puisqu'ils ont été enterrés dans le même cimetière, le même hypogée, enfin voilà. Comme on ne l'a pas retrouvé, ça me laissait toute latitude pour inventer mon propre tombeau d'Alexandre, avec tout un tas d'anecdotes rigolotes. On a fait, pour le coup, un 3e voyage en Égypte, avec Julien, entre autres, et on est surtout allé à Alexandrie, puisque ça se passait là-bas, vu que le tombeau d'Alexandrie est sans doute. Donc vous voyez là différents carnets de croquis. Là, c'est le carnet de Julien, ici et ici. Et là, vous avez des choses que j'ai dessinées, là, ici, tout ça, là. Lorsqu'on a visité les catacombes, c'est génial. Si jamais vous allez à Alexandrie, visitez les catacombes. Il y a aussi les citernes qu'on n'a pas pu voir parce qu'elles étaient en réfection. Mais par contre, les catacombes, c'est extraordinaire. C'est une ville des morts qui s'étend sur des centaines et des centaines de mètres et plusieurs niveaux. Sur 2, 3, 4 niveaux. C'est une véritable ville des morts qu'on a sous Alexandrie, avec de tout, avec des grands hypogées, super sculptés, etc., avec plusieurs petites niches, quelquefois avec des HLM, avec des loculis qui sont là par dizaines. Les loculis sont donc des caveaux creusés dans la roche. Et non, c'est extraordinaire. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie d'aller à Alexandrie. Ensuite, je tenais aussi à parler d'autres choses parce que je fais effectivement majoritairement des bandes dessinées, donc d'aventures, des fictions historiques. Mais suite aux Terres d'Horus, ce genre de choses, j'ai eu le plaisir de travailler pour le Louvre ainsi que pour d'autres musées pour des thématiques particulières. Le Louvre m'avait contacté donc à la même époque parce qu'il faisait des week-ends thématiques sur 2-3 jours et là, en l'occurrence, c'était sur Champollion. Donc, ils m'ont demandé de faire les dessins qui allaient accompagner ce week-end thématique qui se trouvait surtout dans le grand auditorium. Pardon. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les refs, les brouillons. Et ensuite, ça va donner ceci. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y avait en visuel lors des conférences pendant ce week-end. Et ceci. Alors là, c'est une vue de l'esprit. Hein. Évidemment qu'on n'a pas ce genre de temple juste à côté des pyramides, mais il s'agissait de donner une ambiance pour cette thématique. Et donc, j'ai un petit peu mélangé tout ce qu'on pouvait trouver dans l'Égypte, donc les bateaux, etc., de la fin du 19e siècle, les temples de l'île de Philae, les pyramides, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Par ailleurs, là, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est une autre collaboration avec d'autres musées. Je ne sais pas si l'exposition est déjà ouverte chez vous là par rapport au musée avec nos carnets de croquis, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a fait de temps en temps depuis quelques années. Donc, les musées mettent en regard certaines de nos planches ou certains de nos carnets de croquis avec de véritables objets muséaux. Et
En l'occurrence, ce que je vous montre là, c'est une affiche par rapport à une exposition consacrée à Khaemouazet, le fils donc de Ramsès II, qui a eu lieu à Arles antique en fait. Et donc, comme c'est un prince archéologue, je tenais à remettre quelques grandes constructions égyptiennes de l'époque, comme s'il était effectivement en train de les rénover. Voilà. Ensuite, suite à ma première collaboration avec le Louvre, j'ai appris que le musée faisait, alors il faisait depuis un certain temps déjà des collaborations éditoriales avec des éditeurs pour les adultes. Et j'ai appris que le Louvre voulait se lancer aussi dans une collaboration éditoriale par rapport à des bandes dessinées jeunesse, donc chez Delcourt par ailleurs. Lorsque j'ai appris ça, évidemment, moi j'ai posé ma candidature tout de suite parce qu'évidemment ça ne pouvait pas se faire. Enfin, je voulais absolument faire quelque chose sur la section égyptienne, puisqu'à chaque fois que je vais au Louvre, je commence par ça. Ce qui fait que j'ai mis des années avant d'arriver jusqu'à la Joconde, parce que je commence par l'Égypte, j'y reste, je me laisse piéger dans ces salles magnifiques. Et avec un peu de chance, j'arrive jusqu'à la période mésopotamienne et je vais rarement au-delà parce que c'est l'heure de fermeture et je repars. Donc, ma candidature a été acceptée et j'ai pu travailler sur ce projet qui est donc une fiction, mais qui se passe au Louvre, puisque c'est le cahier des charges, c'est juste ça, réussir à mettre en valeur une partie du Louvre ou une partie des collections du Louvre. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir y travailler en quelque sorte certains mardis lorsqu'il n'y avait pas de public, et donc pouvoir vraiment croquer l'intérieur des salles, etc. Et bon, là, vous avez une planche, mais effectivement, ben, ça, pour ceux qui vont vraiment au Louvre, ils reconnaîtront les vitrines, etc., voir les salles que j'ai dessinées, que j'ai photographiées, etc., avant de commencer à faire la bande dessinée. Alors évidemment, tous les petits objets, je les ai redessinés à part pour bien pouvoir me les approprier comme je fais d'habitude. Alors là, on a carrément, c'est pas l'Égypte, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher, vu que la section mésopotamienne est magnifique. Du coup, à un moment donné, le petit personnage de du fantôme de la princesse égyptienne se promène aussi un petit peu à travers le musée. Je trouvais ça très intéressant. Là, vous avez simplement une planche du même album, mais qui se passe à l'époque de la vie du petit fantôme égyptien. Et donc, ça me donnait l'occasion de faire une reconstitution d'une villa importante de l'époque. Ce qui m'amène, en fait, je dirais plutôt sans transition, à une de mes dernières créations qui s'appelle Le Roi de Paille. Je continue à creuser le sillon de l'histoire égyptienne et là, j'en suis rendue à la basse époque. Je voulais absolument faire se confronter deux grands empires, l'empire mésopotamien, enfin, et l'empire égyptien. Et donc, j'avais choisi l'époque de Nabuchodonosor parce que Babylone est pour moi une cité absolument, enfin, qui fait rêver. Je voulais aussi mettre les jardins suspendus, ce genre de choses, même si on n'est pas sûr qu'ils aient été à Babylone, n'empêche que j'avais absolument besoin de les mettre. Et donc, l'époque de Nabuchodonosor correspondait assez bien pour moi à une époque intéressante du point de vue égyptien. On a en face un pharaon qui s'appelle Amasis, Iamès en égyptien. Et c'était cohérent pour faire une histoire intéressante. Donc, je me suis lancée sur ce diptyque. Voilà. Là, je vous montre la couverture et la quatrième de couve. Vous remarquerez d'ailleurs par rapport à la couverture, là encore, hein, que j'avais gardé effectivement de la place pour mettre le titre, etc. Et la quatrième de couve, on a effectivement Babylone
avec de la place là aussi pour pouvoir mettre chaque fois les indications. Donc ça, ce sont les premières pages du Roi de Paille qui se passent à Tanis. Tanis, c'est la capitale de l'Égypte à cette époque. Donc voilà. Elle a ceci de particulier et d'intéressant que c'est un champ de ruines aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait où ça se trouve. Mais en fait, c'est un champ de pierres éparses en plein milieu des cultures. Il ne reste plus que ça. Ça a servi à construire d'autres bâtiments, etc. Donc moi, ça me permet d'imaginer Tanis sans contrainte, ce qui donne ce genre de planche. Je vais vous montrer la suite. Là aussi, vous avez donc un temple égyptien classique, on va dire, qui n'existe absolument pas. C'est Tanis, mais ça semble plausible. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise, parce que si je dois reconstituer exactement un monument qui existe déjà, ça peut devenir très vite assez compliqué. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Je pense notamment aux illustrateurs qui ont travaillé sur les voyages d'Alix, dont je me suis beaucoup servi au niveau documentation. Et là, vous avez quelque chose, un rendu qui est très très fidèle, mais qui pour moi est difficilement tenable sur un album entier. Eux le font très bien, hein, mais moi non. Donc effectivement, avoir une ville comme Tanis qui n'existe plus, c'est vraiment génial. Voilà, là encore, hein, ça n'existe pas. Ça aurait pu exister, mais ça me permet de m'amuser. Tout en restant dans le plausible, hein, toujours. Et je vous montre cette planche-là qui n'a strictement rien à voir avec l'Égypte, simplement parce que comme je vous ai dit que je tenais à faire les jardins suspendus de Babylone, il n'existe plus non plus, c'est bien pratique. Par contre, on a des bas-reliefs avec d'autres jardins dont je me suis un peu inspirée pour fabriquer le mien. Voilà, c'est une version, et pourquoi pas, de ce que aurait pu être cette célèbre construction de l'Antiquité. Alors, par ailleurs, là, je reviens sur, ça va être la dernière partie de mon intervention. C'est simplement pour préciser que par ailleurs, toujours pendant que je suis en train de faire mes albums, il m'arrive de travailler, bon, je l'ai déjà dit, avec des musées pour des expositions, ce genre de choses, mais aussi avec des revues. Là, par exemple, vous avez le Figaro Histoire qui a fait un hors-série sur les pharaons égyptiens et qui m'avait demandé de tous les illustrer. Donc là, je vous épargne la liste de tous les pharaons, mais donc je vous en ai mis deux parmi les plus célèbres, c'est-à-dire Toutankhamon et Hatshepsut. Et donc, c'est le genre de travail qu'on me demande assez régulièrement. Et c'est un travail qui va déborder sur d'autres choses en fait après, puisque de l'Égypte, on va facilement passer sur finalement les reconstitutions gallo-romaines, puisque je travaille de temps en temps avec ma région, puisque je suis située en Nouvelle-Aquitaine, qu'il y a quand même pas mal de restes gallo-romains, de parcs archéologiques, et on m'a demandé assez souvent de faire des évocations plus que des reconstitutions, parce que souvent on ne peut pas vraiment être sûr de l'ensemble de la reconstitution de la chose, donc ce sont plutôt des évocations. Là, c'est la Villa d'Amboury qui se trouve pas loin d'Angoulême. On m'avait demandé de faire l'intérieur du théâtre des Bouchots avec une impression, enfin pour que en fait c'est pour que les visiteurs puissent s'imaginer la chose, parce que c'est une chose de pouvoir visiter les ruines, c'en est une autre d'imaginer les choses. Alors souvent maintenant on fait appel à des artistes qui vont le faire en 3D. Maintenant on me demande encore assez souvent de faire des choses en 2D, ça apporte éventuellement autre chose. Voilà. Et de là, on est parti sur quelque chose d'encore différent. Là, c'est lorsqu'on a eu la ligne de TGV qui a été construite entre Bordeaux et Paris. Ils ont trouvé tout un tas de sites archéologiques divers et variés qui
aller de la préhistoire au 19e siècle. Et on m'a demandé, là encore, de faire des évocations de ce que pouvait être le paysage et les personnes selon les différents sites archéologiques de sauvegarde qui ont été effectués sur cette ligne. Donc là, vous avez la préhistoire, la suite aussi. Alors, parité oblige, voilà. J'ai fait une demoiselle en train de casser de fabriquer des silex, après tout, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez des couples, donc là encore, préhistoire, gaulois. Alors, attendez, parce que là, bon, voilà, ici. Préhistoire, gaulois, zut, pardon, et médiéval. Donc voilà, et pour finir, simplement, toutes ces illustrations m'ont donné l'envie de trahir l'Égypte en quelque sorte et d'aller faire une incursion dans le monde gallo-romain pour les enfants. Et j'ai fini par faire aussi un petit livre, et j'espère en faire d'autres, sur mi-fiction, mi-pédagogique sur la période gallo-romaine en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, pour moi, c'est fini au niveau de ce que j'avais à vous montrer. J'ignore totalement quelle heure il est. Et vous avez tenu le timing de manière admirable. Magnifique. Merci donc là, beaucoup. il reste 10 minutes. Bravo. Parfait. Alors, je vous entends plus. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très, très, très impressionnante. Moi, j'étais parti ailleurs, là, ça y est, j'ai passé 1 heure en Égypte. C'était superbe et surtout fondamentalement intéressant. Je vois qu'il y a les mêmes questions qui se posent en médiation pure et dure que celles que vous êtes posées en tant que dessinatrice initialement sur quel choix je dois faire. Est-ce que je mets un peu pour dire beaucoup la vérité? Je pense notamment aux représentations, je crois, de Ramsès, c'est ça? Ramsès, oui, voilà. c'est ça. Donc c'est vraiment assez étonnant de voir ces analogies très, très intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ici réunie? Oui, je vous passe le micro. Vous parlez bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup pour connaître un peu l'Égypte aussi. J'étais fasciné par le détail que vous mettez en fait sur la représentation graphique. Alors, il y a une question qui paraît un petit peu bête, mais comme beaucoup de lecteurs enfants de BD, parfois on se fait aussi des représentations des sons d'ambiance. Alors, est-ce que c'est une question que vous êtes posée quand vous représentez, par exemple, une procession devant un temple égyptien, une scène de rue? Est-ce que vous-même, au fil de votre imagination, vous finissez par ressentir des sons de l'Égypte antique? Alors pour moi, de toute façon, c'est relié. Enfin, j'y peux rien. Comme j'y suis allée plusieurs fois, ce sont les sons de l'Égypte profonde, enfin de l'Égypte d'aujourd'hui, qui prennent l'ascendant en fait sur. Attendez, voilà, pardon. Qui prennent l'ascendant sur l'Égypte antique. Mais pour moi, ça devait pas être très éloigné non plus. Hein, quand vous vous perdez dans les rues d'un petit village égyptien aujourd'hui, les sons, les animaux, le vent, etc., ça devait être à peu près la même chose. Ça n'a pas tant changé que ça, finalement. Après, pour les processions, j'ai plus de mal... Enfin, parce que je suis parasitée par tout l'imaginaire qu'on a développé via le cinéma, etc., sur l'Égypte antique. J'ai vu, comme tout le monde, les instruments, par exemple, de musique au Louvre, etc. Je les ai dessinés, mais dans ma tête, ce que j'entends, moi, c'est les films de Cécile B2000, c'est Cléopâtre, etc. Enfin, donc, je ne suis pas sûre pour le coup que ce soit les sons, les vrais sons qu'on aurait eu dans l'Égypte antique. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé pour le moment de restitution, je suppose que ça existe, par exemple, de musique antique égyptienne, etc. J'en ai pas écouté, j'avoue. Mais parce que je suis vraiment dans un imaginaire des sons transmis par le cinéma notamment. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Alors moi, juste une petite remarque peut-être qui ouvrira sur une question, mais vraiment par rapport effectivement aujourd'hui à la puissance de l'image 3D numérique dans les musées.
Effectivement, on a beaucoup recours à l'image numérique 3D pour recréer des ambiances, mais je crois, et je suis intimement convaincu que l'illustration, surtout avec ce niveau de qualité, de recherche, etc., aura toujours sa place dans ce contexte de médiation-là, parce que justement, c'est la force de l'image que l'artiste, bien documenté en l'occurrence, passionné et rigoureux, arrive à donner l'orientation, le cadre, le choix de ce qui doit être vu en priorité. Voilà, ce sont des choses qui marchent très très bien. L'émotion aussi est très forte dans l'illustration, je pense qu'on l'a bien vu ici. Et on sait très bien que l'émotion est un puissant vecteur d'apprentissage. Donc voilà, je crois que j'imagine que vous n'allez pas cesser les collaborations avec le secteur muséaux, fort de tous ces apports, de toutes ces recherches que vous avez pu faire et de cette expérience dont vous bénéficiez et qu'on a eu vraiment plaisir à partager avec vous sur cet échange. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer à notre autre intervenant. Je prends mon petit tuste, Monsieur Raphaël Morales, qui est scénariste et dessinateur de bande dessinée, Alix, Les Voyages d'Alix, Les Voyages d'Alix. Voilà. Je crois qu'on les avait évoqués. Hein. Vous les aviez évoqués. Oui, donc c'était très très bien. Vous lui transmettrez mes salutations. Il vous voit, il vous entend. Merci. Je suis impressionné. Merci à vous en tout cas. Et on n'a pas. Enfin, je voudrais juste, avant que vous partiez, voilà, moi je suis un grand admirateur de vos aquarelles et des couleurs et des ambiances dans les BD, parce que c'est vrai que nous, vous allez voir dans la présentation, on fait beaucoup de reconstitution de temples qui existent et on passe on fait beaucoup de recherches, mais j'admire vraiment les ambiances et les couleurs que vous mettez dans vos BD, et c'est franchement magnifique. Je connaissais pas tout, mais là j'ai envie de m'y replonger. C'est trop gentil, merci beaucoup.